Alors, on va faire comme ça. Voilà. Donc, du coup, moi, je suis docteur Stéphanie Malvoisin, je suis psychiatre, psychiatre du sujet âgé. Je travaille à La Réunion depuis 2019 au sein donc, de l'unité intersectorielle de gérontopsychiatrie, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, qui est une unité qui comporte à la fois infirmiers, psychologues, psychiatres et éducateurs, et on s'occupe du bassin sud de La Réunion. Je vous montrerai ça sur une carte tout à l'heure. Et donc, comme on le disait dans l'introduction, on fait ce topo à deux voix avec mon collègue Ferdinand Laurette, qui est éducateur spécialisé et qui se présentera tout à l'heure. Alors, du coup, je me répète, je vais vraiment vous faire l'introduction, présenter l'équipe, et puis Ferdinand vous parlera plus précisément de son métier, de ce qu'il fait à domicile, et puis on apportera à la fin du topo une illustration clinique. Alors, ça, c'est pour vous faire rêver, hein, c'est pour vous parler de l'île de la Réunion, qui est ce petit microscopique point rouge là sur la map monde, qui est donc un DROM, département et région d'outre-mer, qui est situé dans l'océan Indien, à plus de 11 000 km de Paris, et qui est une toute petite île tropicale avec un relief volcanique. Ça, c'est important parce que c'est la carte que vous voyez en bas. En fait, la population, elle se concentre principalement sur le littoral et puis sur deux cirques. Donc, les cirques, c'est des anciens cratères effondrés, donc c'est en altitude, c'est des régions assez isolées. Et ça influence un peu notre travail. On va vous en parler un peu plus tard. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les trois quarts du territoire qu'on appelle les hauts, donc c'est à une altitude de plus de 400 mètres d'altitude. Et dans les hauts, il y a un habitant sur 5 de l'île de la Réunion qui y habite. L'île de la Réunion, c'est à peu près 850 000 personnes, dont 12% de gens qui ont 65 ans et plus. Donc c'est un département qui est jeune, mais qui va vieillir très rapidement pour plusieurs raisons dont on va parler tout à l'heure, et qui va demander au système de santé de s'adapter rapidement et efficacement. Un autre, ça c'est l'article du Monde là, que j'ai mis au milieu, qui est important, c'est que l'île de la Réunion, en fait, il y a eu une loi votée en 1946 qui a dit que c'était un département, du coup un DROM, hein, un département français. Et à partir de 1946, il y a eu une politique, on va dire, entre guillemets, de rattrapage, un ensemble de mesures politiques, économiques, sociales pour impulser le développement de l'île. Voilà, cette politique de rattrapage pour avoir cette égalité avec la métropole. Pour vous dire, donc 1946, c'est la sortie de la guerre. Il y a eu un blocus, donc la population elle est affamée. En plus, il y a eu trois cyclones particulièrement dévastateurs qui ont mis à plat plus de 50% de l'agriculture. Donc, au sortir de la guerre, la Réunion, elle est quand même, en tout cas, la population est pas en bonne santé, en grande difficulté. Et donc, à partir de 1946, et cette date est importante parce que du coup, 1946, c'est les gens qui aujourd'hui ont un peu plus de 75 ans. En fait, les gens âgés dont on s'occupe aujourd'hui ont grandi avec la départementalisation. Va apporter à la fois des points positifs. En 1946, il y a à peu près 17 ans d'écart entre l'espérance de vie d'un Réunionnais et de quelqu'un qui habite la métropole. Donc là, à partir de 1946, l'espérance de vie va progressivement augmenter pour quasiment atteindre celle de la métropole. C'est aussi 1946 la généralisation il y a l'école qui va, pas qu'il n'y avait pas d'école avant, mais ça va beaucoup plus se structurer. Il faut savoir que l'accès à l'enseignement secondaire et universitaire, il se généralise seulement à partir des années 80. Donc, encore une fois, pour vous dire que la population dont on va s'occuper aujourd'hui est une population qui a quand même connu des conditions de vie particulièrement difficiles et qui n'a pas eu le même accès, on va dire, à la scolarisation que les gens, en tout cas, avec moi, dans mon expérience personnelle parisienne, c'est vraiment pas du tout le même profil. Donc, ce que je vous disais, c'est que les gens du coup, dont on va s'occuper de 65 ans et plus, c'est-à-dire qu'ils sont nés
ils sont nés avant 1959, donc ils sont vraiment en plein dans ces années de départementalisation. C'est une population qui est quand même précaire économiquement. Les retraités, en tout cas d'aujourd'hui, ils ont connu des emplois souvent saisonniers, journaliers. Ils n'ont pas tout le temps été déclarés. Et puis, jusqu'en 1996, le SMIC de La Réunion était 20% inférieur au SMIC de la métropole. Donc, ça donne aujourd'hui des retraites qui sont quand même peu élevées. Et surtout, si on regarde chez les femmes souvent n'ont pas travaillé, avaient des emplois non déclarés et ont accumulé beaucoup moins de droits à la retraite. Et elles ont, aujourd'hui, les femmes réunionnaises sont une population qui ont les plus petites pensions de France. C'est une population qui est aussi précaire, on va dire, somatiquement. Précaire somatiquement dans le sens où les Réunionnais qui sont nés autour de 1946, ils ont connu des conditions de vie qui étaient difficiles. Il y avait en 1946 le paludisme, il y avait des maladies tropicales, il y avait quand même on ne mangeait pas aussi bien qu'aujourd'hui, et ça se répercute aujourd'hui sur leur santé. À La Réunion, la mortalité cardiovasculaire est particulièrement importante. On a 30% de patients qui sont diabétiques, et du coup, tout ça, ça entraîne une entrée dans la dépendance beaucoup plus tôt qu'en métropole. Parallèlement, de manière concomitante, les patients âgés, même dépendants, sont beaucoup plus au domicile qu'en métropole. Par exemple, les GIR, le GIR, c'est une échelle qui évalue la dépendance. GIR 1, c'est totalement grabataire. GIR 2, c'est quand même très, très dépendant. Et à La Réunion, on constate qu'ils sont largement, ils vivent beaucoup plus à domicile qu'en EHPAD. Il faut savoir que les EHPAD, il n'y en a pas beaucoup, et puis c'est pas du tout dans à la fois l'offre est vraiment très peu importante, et puis c'est pas du tout non plus, on peut dire, dans la culture. Il faut aussi savoir que 92% des bénéficiaires de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, vivent à domicile, alors qu'en métropole, ils sont 59%. Donc ça aussi, c'est un point important dont il va falloir à la fois tenir compte, et c'est vraiment ce qui... On va travailler avec le fait qu'on a des gens à domicile, et peut-être, alors même si l'isolement, c'est quand même le fléau du siècle, entre guillemets, il existe aussi à La Réunion, mais on va dire que il n'est pas forcément identique à ce que moi j'ai pu constater en métropole. Et ce qui est noté, c'est que c'est vrai que la solidarité familiale, même si c'est en train de changer, reste quand même assez forte. Autre caractéristique, c'est une population qui parle créole. Plus de la moitié des 65 ans parlent créole dans la vie quotidienne. Et ça va être important, notamment pour les visites à domicile. Alors, tous les Réunionnais, dans mon expérience âgés, s'adaptent à la personne de métropole que je suis et vont faire des efforts pour que je puisse comprendre. Mais c'est vrai que le fait de parler créole, je pense, ouvre plus facilement, non pas que ça ouvre les portes du domicile, mais ça permet d'avoir une position vraiment basse, avec vraiment humble, et avec, du coup, je trouve que parler créole permet aux familles de se livrer peut-être un peu plus que ce qu'ils feraient en parlant au docteur qui vient de métropole. Peu diplômé, on l'a vu tout à l'heure, et ça, ce qui implique quand même dans les termes qu'on va utiliser, dans l'approche qu'on peut avoir, d'être beaucoup plus terre à terre et d'utiliser un langage beaucoup moins technique que ce qu'on pourrait faire en métropole. Le taux d'équipement médico-social, il est en fait plutôt pas trop mal. La Réunion a un CHU depuis 2012. Le CHU, en fait, c'est l'hôpital. Il y a 2 sites principaux, un dans le nord, là, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, à Saint-Denis, l'autre dans le sud, à Saint-Pierre. Nous, on travaille dans le sud, à Saint-Pierre, avec des antennes. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, au centre de l'île, il y a une croix. Ça, c'est le cirque de Cilaos. Il y a une petite antenne de l'hôpital dans le cirque de Cilaos, mais aussi un peu plus dans le sud, à Saint-Joseph, et c'est là où est concentré les services de gériatrie.
le taux de médecins généralistes est quand même quasiment similaire à celui de la métropole, d'infirmiers aussi. La Réunion a la particularité d'accueillir beaucoup de kinés et d'orthophonistes. En tout cas, nous, ce qui est pour notre plus grand bonheur. En revanche, le taux d'équipement médico-social, là je parle d'EHPAD, d'UCC, de SSR, est quand même beaucoup moins important. Et la Réunion a une caractéristique, c'est d'avoir beaucoup d'accueil familial. Il y a plus de 500 familles qui font l'accueil familial, ça fait plus de 1000 places. Et notre territoire du Sud, donc qui est le territoire violet là, sur la carte, a la particularité d'accueillir le plus de familles d'accueil. Et donc, c'est vrai qu'on aura beaucoup de patients qui vivent en famille d'accueil. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Alors, du coup, maintenant, je vais vous parler un peu plus spécifiquement de l'unité intersectorielle de gérontopsychiatrie. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, où on est. Donc, nous, on est une équipe pluriprofessionnelle dans le sens où il y a des psychiatres. On est deux, en fait, à se partager un 1,5 ETP. On a Sophie Cézanneau, qui est psychologue, temps plein. Ferdinand Laurette, qui est éducateur, temps plein. Estelle Gastrin, qui est infirmière, temps plein. Et on travaille beaucoup au sein du pôle de santé mentale du CHU Sud, donc vraiment au sud de l'île, là, sur la commune de Saint-Pierre. Et on va s'occuper, donc la Réunion, elle est divisée en 3 territoires de santé, et le CHU Sud va s'occuper du territoire sud, du coup de l'île, donc qui est quand même un territoire rural, peut-être un peu moins densément peuplé que l'Est et le Nord, que l'Ouest et le Nord. Et avec la chance d'avoir une filière gériatrique bien développée. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va intervenir sur l'ensemble du territoire de santé sud. On intervient tout le temps en deuxième ligne. Ça veut dire qu'avant de nous adresser à un patient, il a été évalué soit par un médecin traitant, soit par les gériatres, soit par les psychiatres du pôle. Et on a la chance, en fait, l'UIGP a été créé en 2009, initialement pour amener de la psychiatrie au sein des services de gériatrie, donc les liens avec toute la filière gériatrique, que ce soit la consultation mémoire, les équipes mobiles de gériatrie, les services court séjour ou le service de gériatrie aiguë, les liens sont vraiment solides et l'équipe est bien repérée et bien ancrée, ce qui permet quand même, ce qui nous facilite grandement le travail, je trouve. On a une activité qui est un peu polymorphe, dans le sens où on est à la fois en intra-hospitalier, ça c'est les psychiatres qui donnent des avis dans les services de gériatrie, notre collègue psychologue qui est aussi 2 fois par semaine dans les services de gériatrie. On a une activité ambulatoire qui est à la fois sous forme de visite à domicile, soit des visites infirmières seules, soit des visites binômes médecin-infirmier, soit des visites aussi de Ferdinand qui lui a une activité exclusivement de visite à domicile. On fait aussi des consultations, donc là c'est plutôt les psychiatres qui ont des consultations, on va dire spécialisées. Et puis notre collègue psychologue, Sophie, qui elle reçoit aussi bien des patients âgés que des aidants. Et ça aussi c'est une autre spécificité de l'équipe, c'est qu'on va, les chiffres, je ne sais plus, c'est un tiers, 2 tiers. On a à la fois des patients comme je faisais en métropole, et Sophie, en tout cas, a une file active conséquente d'aidants. Et Ferdinand s'occupe aussi beaucoup de la famille. Donc nos indications, elles sont assez classiques pour des indications d'équipe mobile de gérontopsychiatrie. On va prendre en charge des patients qui sont de notre secteur sud, qui ont plus de 65 ans, et souvent ce qu'on demande, c'est qu'ils ne soient pas connus des CMP. J'ai oublié de vous dire que dans notre territoire sud, on a 4 CMP, c'est une population à peu près de 300 000 habitants, donc 4 CMP, et les patients qu'on va prendre en charge sont des gens qui n'ont pas d'antécédents psychiatriques, ou du moins qui ne sont pas connus des CMP. On va donner des avis pour les patients de CMP, mais ce n'est vraiment pas la majorité de nos patients. Il faut qu'ils présentent un trouble psychiatrique plutôt d'apparition tardive, que ce soit trouble de l'humeur, syndrome délirant, trouble du comportement lié à une maladie neurodégénérative.
On va aller voir aussi bien en consultation qu'au domicile, que n'importe où est leur lieu de vie et pas de lieu d'hospitalisation. Et avec ce souci toujours de travailler en étroit lien avec nos partenaires, notamment ceux qui sont déjà sur la situation, bien sûr le médecin généraliste, mais aussi les médecins hospitaliers. Et puis on travaille bien aussi avec le DAC, l'ancienne Maya, du territoire. On aime bien dire qu'on n'est pas une équipe mobile de liaison, mais qu'on est plutôt une équipe qui intervient aux différents lieux, au plus près de la population concernée. Alors, ça c'est vraiment un schéma coloré pour vous montrer en haut plutôt nos adresseurs. Donc, évidemment, le service de gériatrie avec qui les liens sont particulièrement étroits et de bonne qualité quand même, on peut le dire. La psychiatrie, à La Réunion, la psychiatrie, il y a à la fois le pôle de santé mentale auquel nous on appartient, qui fait partie du CHU, et puis il y a une offre conséquente de psychiatrie privée, où il y a à la fois un hôpital de jour et des lits d'hospitalisation. On va travailler évidemment avec les médecins traitants. La DAC, c'est l'ancienne Maya, les services d'hospitalisation à domicile aussi, pas mal. Donc ça, c'est nos adresseurs. Et puis, en aval, ça va être soit de la consultation au sein même de l'équipe, soit on va réadresser sur les CMP. On travaille énormément avec les hôpitaux de jour gériatriques et psychiatriques. Et donc, ici à La Réunion, les hôpitaux de jour, ils sont au sein des SSR et c'est que des SSR privés. On a 3 cliniques. Et puis, l'hôpital de jour de psychiatrie, qui dépend de la clinique des Flamboyants. On va travailler pas mal avec les accueils de jour. Et là, à La Réunion, l'accueil de jour, il est exclusivement porté par une fondation qui a des EHPAD. Et au sein des EHPAD, il y a 2 EHPAD qui offrent des lits ou des places en accueil de jour. C'est la fondation Père Favron. On va réadresser aux médecins traitants. Et puis, on va des fois réadresser sur la consultation mémoire de la filière gériatrique du CHU. Ça, je vais passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe aussi bien des patients que des aidants, classiquement, comme les équipes de gérontopsychiatrie, et puis des équipes. En ce qui concerne le patient, là, pareil, j'enfonce des portes ouvertes et je dis des grandes généralités, mais évidemment, on va apporter une évaluation diagnostique, thérapeutique, ou même éclairer, en tout cas, chez des patients qui sont hospitalisés sur un peu la psychopathologie. On va orienter dans la meilleure filière possible, proposer une prise en charge psychiatrique, proposer un soutien psychologique, une psychothérapie à certains patients. L'idée est de concourir au maintien à domicile ou d'accompagner l'intégration à l'institution, et puis d'éviter ou de raccourcir les hospitalisations. Ça, c'est ce qu'on fait auprès du patient. Auprès de l'aidant, ça va être de l'accompagnement, de la formation, ça va être lui offrir un espace de verbalisation, et pour certains, ça peut aboutir à une psychothérapie. Et puis pour les équipes, ça va être donc à la fois les équipes de gériatrie, vous l'avez compris, bien évidemment, mais aussi, là, et c'est ce qu'on travaille en ce moment, c'est de un peu retisser nos liens avec les équipes de psychiatrie. Ça va être de la formation, ça va être une animation de réseau local, donc les liens entre les acteurs du réseau. Et puis, ça aussi, c'est à développer les rencontres partenariales. Alors, ça, c'est pour vous donner un bref aperçu de notre file active. Là, on a eu les chiffres de 2023 récemment. On a une file active de 436 patients et une majorité, plus de 2/3 de nouveaux patients. Ça, c'est important. Ça montre bien qu'on est particulièrement bien implanté sur le territoire sud et que les relais se font facilement. La moyenne d'âge, comme toutes les équipes de gérontopsychiatrie, elle se situe autour de 80 ans. Et évidemment, on a plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est la répartition en fonction des âges, avec la majorité de nos patients qui ont entre 75 et 85 ans. Alors ça, c'est un peu, on s'auto-congratule pour vous dire que l'activité, elle ne cesse d'augmenter, que ce soit à la fois sur le nombre d'actes, sur le nombre d'accompagnements, sur le nombre d'entretiens et sur la file active. Encore une fois, je pense que ça témoigne aussi que l'équipe s'étoffe, se structure. On a pu accueillir par exemple Estelle qui est infirmière en 2020. On a accueilli un autre collègue sur un mi-temps de psychiatre l'année dernière. Donc cette équipe, elle se structure. Et on devient de mieux en mieux repéré sur le territoire avec plein de projets en cours. Voilà un peu pour l'UIGP. Alors,
on a un peu anticipé en préparant le topo, en se disant, bon, ils vont nous dire pourquoi il y a un éducateur dans votre équipe. Donc une petite diapo pour vous parler de l'éducateur au sein de l'équipe. Bon, la première raison, c'est que c'est historique. L'équipe, elle a été créée en 2009, vivement impulsée par le service, en tout cas la filière de gériatrie, qui avait besoin d'avoir un peu de psychiatrie au sein de la gériatrie. Donc historiquement, l'équipe, elle s'est vraiment construite en appui du service de gériatrie, et la question s'est posée dès le début, est-ce qu'on embauche une infirmière ou un éduc? Et par souci de ne pas laisser l'infirmière se faire un peu happer par la gériatrie, le choix de l'éduc a été un peu une évidence, où ça serait un personnel qui serait 100% dédié à la gérontopsychiatrie, sans possibilité d'aller dépanner dans les services, entre guillemets, hein, je parle un peu ironiquement, mais l'idée était là. Et puis, Ferdinand avait, de par sa formation déjà, il avait ce qui peut paraître un peu pas courant, en tout cas quand on parle d'éducateur, on pense souvent jeunes enfants, adultes handicapés, on ne pense pas forcément sujet âgé. Or, Ferdinand, il avait fait tout un parcours. À l'époque, je vous avais montré dans nos partenaires, on a la Fondation Père Favron, qui est aujourd'hui la fondation qui, en tout cas, a pas mal d'EHPAD, mais s'occupe aussi du handicap mental. Et à l'époque, qui est une époque pas si lointaine, Ferdinand, il avait travaillé à l'hospice, en fait, Père Favron. Donc, c'était avant les EHPAD. Et c'est ce qui peut correspondre un peu aux pavillons de chroniques qui sont en train de disparaître, hein, les hôpitaux psychiatriques de métropole, où c'était tout un tas de patients, souvent qui avaient grandi quasiment dans l'hospice, on peut dire ça, qui avaient vieilli. Et Ferdinand, il avait un intérêt particulier pour le public âgé, et puis c'est aussi quelqu'un qui a une formation en systémie, et donc il avait une vision assez globale et systémique, hein, pour prendre le mot, du patient et de sa famille, ce qui était un atout important à la création de l'équipe, et qui l'est encore. Là, je vais te passer la main, hop, pour donc faire un highlight sur le travail de Ferdinand au domicile. Bonjour à tous, merci Stéphanie pour cette présentation. Donc bon, Ferdinand Lebret, hein, le travail en gérontopsychiatrie est depuis presque sa création, donc 14 ans maintenant. À l'époque, je faisais du domicile et un peu aussi sur l'hôpital, donc le poste avait été construit dans ce sens. À savoir donc, comme Stéphanie disait, il n'y avait pas de poste, donc c'est une création de poste, donc le poste, je l'ai un peu construit comme moi je le voyais. Ça, c'est plutôt pratique de pouvoir construire son poste. Donc après, j'ai dérivé de plus en plus vers le domicile pour être aujourd'hui, faire que du domicile et plus du tout être à l'hôpital. Alors, je fais des visites à domicile tout seul, donc ça peut paraître bizarre en psychiatrie de dire qu'on fait des visites seul. En général, c'est 2, 3, 4, 5, 6 et jamais seul. Donc, moi, je fais seul, donc ça aussi, c'est historique. Donc, à l'époque de la création de la gérontopsie, donc il y avait la psychologue, un médecin et moi-même, et puis après il ne restait plus que la psychologue et moi-même, donc le contexte faisait que le domicile, je ne pouvais pas le faire à deux. Alors je le fais seul. Alors finalement, c'est pas plus mal. Je me suis retrouvé seul au domicile, donc je me suis adapté. Et je trouve ça plutôt intéressant, donc pour avoir fait quelquefois des visites à plusieurs. Je trouve que c'est différent. On n'a pas les mêmes informations. La famille, elle est différente, donc je trouve ça intéressant. Donc, seul au domicile. Pour la famille, je suis plutôt en position basse. Donc, on n'arrive pas à 15, donc on est chez eux. On ne vient pas leur apporter un savoir, donc non plus je ne viens pas leur apporter un savoir, mais je viens voir qu'est-ce qui se passe à la maison. Donc là, on est chez eux, il peut être 2, 3, 4, parfois une dizaine, donc moi je suis tout seul, donc ok, on est chez eux, c'est eux qui commandent, donc faire gaffe que ça ne dérape pas. Ça peut arriver. L'avantage d'être seul, c'est que la famille, elle est plus sereine. Donc, ça veut dire plus facile à communiquer, à donner des informations quand on est à 2, 3 à pas donner, ou quand c'est le médecin qui est là, du coup c'est plus compliqué de parler devant le médecin. Là, on peut finalement
ouvrir toutes les portes. Et puis, de plus, comme je suis aussi créole, donc finalement, ça facilite aussi un peu les échanges, comme disait Stéphanie tout à l'heure. Et ça permet aussi d'avoir une accroche avec la famille et qu'ils acceptent aussi plus facilement l'accompagnement au domicile. Il faut savoir que les patients qui nous sont adressés, donc ils ont déjà été vus par un médecin, donc neurologue ou psychiatre. Donc la famille, elle est au courant de la pathologie, des troubles cognitifs. Pour autant, quand j'arrive au domicile et je demande si vous savez c'est quoi la pathologie de votre proche, il y en a qui me disent on ne sait pas trop, peut-être du diabète, l'hypertension, ou ci ou ça, mais ils ne viennent pas forcément sur les troubles cognitifs en premier. Et certains disent que on ne sait pas du tout qu'il y avait des troubles cognitifs, vous nous l'apprenez. Et les médecins disent que parfois ils passent plus de 2 heures à expliquer la maladie. Donc les indications, donc, pour que je puisse intervenir au domicile, donc, il faut que les patients donc, ils ont des troubles cognitifs, que la famille soit en difficulté et qu'il y a l'adhésion de la famille. Donc ces 3 critères sont un peu obligatoires, donc on ne peut pas dire que j'intervienne que s'il n'y a que des troubles cognitifs. Donc il y a des familles qui ont des patients qui ont des troubles cognitifs, qui s'en sortent très bien. Pas besoin de moi, mais pas aussi. Il y a des familles il y a un patient qui a des troubles cognitifs, qui ont des difficultés, mais qui ne souhaitent pas que j'intervienne. Du coup, moi, pour intervenir, il faut l'adhésion de la famille. Si la famille n'adhère pas, je ne peux pas venir. Donc, il faut qu'il y ait au moins une personne de l'entourage qui accepte que je vienne. Donc, c'est-à-dire, si la moitié dit nous, on ne veut pas, et il y en a un qui dit ok, moi, je veux bien, donc je peux intervenir, il n'y a pas de problème. Dans les difficultés de la famille, donc on peut, la famille qui sont tout le temps, enfin, qui sont en souffrance, qui ont des difficultés pour comprendre la maladie, qui sont peut-être en conflit entre eux, donc aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette famille, pourquoi c'est difficile. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les psychiatres ont déjà, enfin les médecins ont déjà rencontré la famille et ils n'arrivent pas à voir qu'est-ce qui se passe à la famille, dans la famille. Donc malgré qu'ils viennent à l'hôpital, on n'a pas les mêmes informations. L'adressage, donc c'est Géria, donc les psychiatres et puis les partenaires, comme on va parler tout à l'heure. Donc j'ai un peu une méthodologie quand je rentre dans la famille, donc ça fait 14 ans, donc du coup j'ai appris un peu comment rentrer dans la famille. Et donc je dirais pas une méthode, voilà, mais en tout cas voilà, j'ai une trame que j'applique et qui fonctionne assez bien, donc on va changer ce qui marche. Donc on va dire que quand je rencontre la famille, d'abord c'est faire un état des lieux. Quels sont les points forts de la famille? Quels sont ses points faibles? Donc quand je les rencontre, donc parfois ils ne savent pas trop ce que je viens faire à la maison. Il y a un éducateur qui vient à la maison, mais un éducateur ne sait pas quoi faire, c'est pour les enfants. Qu'est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il va nous éduquer, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Donc il y a un certain nombre de questions de la famille. Donc même s'ils ont dit oui, qu'ils acceptaient que je venais, donc parfois j'arrive, donc il y a un membre de la famille qui est là, ou un voisin qui est là, donc ils ne savent pas trop ce que je viens de faire. Donc du coup, c'est rencontrer déjà un petit peu, de voir un peu dans la famille quand je viens qui est présent. Donc, ça permet de voir un petit peu, voilà, est-ce que la famille est impliquée? Donc, même si c'est quelqu'un qui ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va venir faire, donc est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils ne sont pas là? Donc, ça permet de voir un peu cette famille. Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce que les enfants, ils sont présents? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur les enfants? Est-ce qu'il y a des enfants qui ne les fréquentent plus? Est-ce que les enfants, ils sont en conflit entre eux? Est-ce que les enfants parlent encore avec les parents ou le parent? Donc, tout ça, ça permet d'avoir une vision globale de cette famille. Et de voir aussi un petit peu quelles sont leurs croyances. C'est-à-dire, est-ce que finalement, nous, on s'occupe des parents? Est-ce que c'est à nous de le faire? Est-ce que c'est ici, en tout cas, parfois, on voit des enfants qui... Le dernier qui a hérité de la maison, bah, du coup, il hérite de la maison, des parents et des problèmes. Donc, du coup, voilà. Sur qui repose un peu s'occuper de la famille. Donc, le mythe un petit peu de la famille. Et puis, l'environnement.
Donc, ça veut dire, au premier regard, comment est la maison, où est le patient, est-ce que la maison elle est clôturée ou pas, parce que ça c'est une des difficultés aussi. Est-ce qu'il y a des escaliers? Est-ce que la personne elle fait des activités à la maison? On dit bah oui, bah, du coup le patient il dort pas, on ne comprend pas, et bah, qu'est-ce qu'il fait la journée? Bah, il fait rien. Est-ce qu'il dort la journée? Non, non, il ne dort pas. D'accord, et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il s'assoit. Et quand il s'assoit, il dort un peu. Non, non, on passe à côté, il ne dort pas. Et puis, à décortiquer un peu les choses, on voit finalement, bah, le patient, il fait des micro-siestes la journée, donc il ne fait rien la journée. Et du coup, bah, la nuit, il s'endort. Il ne dort pas, pardon. Donc, ensuite, partir, voilà, donc, de quelles sont les difficultés que les familles rencontrent. Donc, bien, donc la rencontre, comment la famille est composée, et puis les difficultés de cette famille. Vraiment laisser un espace de parole à la famille pour qu'elle puisse voilà, juste dire ses difficultés. Et parfois, dans ces familles que j'interviens, la famille elle expose juste ses difficultés. Et quand on regarde globalement, il n'y a pas grand-chose comme problème. C'est juste une accumulation de petites choses qui fait que la personne se sent débordée. Mais globalement, il n'y a pas de truc. Juste le fait d'écouter, parfois ça suffit. Les familles me disent merci pour ce que vous avez fait. Il faut juste écouter et la famille va mieux. Donc, juste l'écoute, parfois suffit. Et parfois, ça suffit pas. Parce que les familles, ils vont nous expliquer, qu'est-ce qui se passe à la maison. Donc, du coup, ça part en général du patient. Donc, la personne malade, donc, du coup, voilà, qui oublie beaucoup de choses, qui fait qu'à sa tête, qui fait exprès d'oublier, qui fait pipi, on l'a vu, et qui dit que c'est pas lui, donc il fait ça pour nous embêter. La nuit, il se réveille, il va fouiller dans les placards, on ne sait pas trop pourquoi, on dit ben voilà, ben, va te coucher, il ne veut pas aller se coucher. Plein de petits trucs comme ça, sur vraiment voilà, leurs vraies difficultés au quotidien, essayer de, voilà, de forcer un peu toutes les portes pour qu'ils arrivent à dire qu'est-ce qui se passe au quotidien, qu'est-ce qui les met en difficulté face aux patients. Et puis après, partir des apports de la famille pour expliquer la maladie. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc, ces familles, elles ont déjà eu une explication de la maladie par les médecins. Donc, parfois, plus de 2 ans d'explication. Et quand j'arrive à la maison, on ne sait pas ce que le patient il a. Donc, c'est un biais. En tout cas, ce que je dis là, c'est essentiellement pour les patients que je vois. Donc, ce n'est pas pour tous les patients, mais c'est une minorité de patients. Donc, parfois, l'explication à l'hôpital, donc l'institution peut effrayer, donc on ne peut pas entendre ce que dit le médecin. Parfois, comme c'est disait, donc un médecin de métropole qui arrive, donc on est peut-être un peu intimidé, donc on n'entend pas ce qu'il dit. Parfois, peut-être que les mots employés, du coup, on ne comprend pas trop qu'est-ce que le médecin veut dire. Un trouble cognitif, il a une démence, il a une maladie de la mémoire, donc ça ne parle pas beaucoup. Donc, partir de tout ce qu'ils m'ont dit en termes de difficultés, et puis rebondir à chaque fois sur les difficultés. Donc, ça veut dire que là, c'est une visite à domicile personnalisée. On parle vraiment des problèmes, des difficultés qu'ils rencontrent pour venir faire le lien avec la pathologie du patient. Moi, j'insiste un petit peu sur la mémoire, parce qu'en général, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Il oublie, il ne comprend pas, il ne sait plus. Donc, ça veut dire juste une petite explication sur la mémoire, un peu schématisée, plutôt basique, mais juste ça permet en tout cas à la famille de comprendre. Je trouve que c'est la façon de l'aborder, je trouve que ça marche plutôt bien avec ces familles, et du coup, j'entends souvent ah bah oui, effectivement, je comprends mieux. Il y en a qui me disent ah bah monsieur Lorraine, vous étiez là hier soir, parce que c'est exactement ça ce qui s'est passé. Donc le côté de la mémoire, ça je trouve que c'est très important. Donc la façon dont je l'aborde, donc j'imagine que d'autres aussi qui font
Ça, donc, c'est-à-dire vraiment de dire, voilà, ok, d'un côté, le patient il a des difficultés pour enregistrer des nouvelles informations, et de l'autre côté, les informations qui sont stockées, donc ils vont s'effacer au fur et à mesure. Et souvent, j'entends dire que voilà, il y a une maladie de la mémoire. Une maladie de la mémoire comme ça ne veut pas dire grand-chose et je pense que ça n'aide pas beaucoup. C'est vraiment d'expliquer comment la mémoire, la maladie agit sur la mémoire. Donc ça je pense que ça permet à la famille de mieux comprendre et du coup, de là, à partir des exemples qu'eux ils donnent, je pense que c'est pas mal. Donc, partir de ces exemples-là. Donc, quand ils disent que voilà, du coup, la personne, elle est souvent dans le passé, qu'elle oublie, mais en même temps, elle oublie et elle parle du passé avec des détails très précis. Donc, finalement, elle fait exprès. Si elle se souvient du passé, donc du coup, pourquoi elle ne se souvient pas de ce qu'elle a fait hier ou bon, c'est qu'elle veut nous embêter. Donc là, expliquer la maladie, que voilà, la maladie efface la mémoire, mais en remontant le temps. Donc, du coup, comme la mémoire elle est effacée donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans en fonction de l'évolution de la maladie, que du coup, la personne est dans le passé. Et donc, elle peut prendre des détails très précis du passé parce que justement, la mémoire a été effacée. Donc ça permet de dire, ah d'accord, ok. On va donc dire, s'il parle du passé, c'est qu'il y a des trucs qui sont effacés. Oui, c'est ça. S'il est dans le passé, ben, du coup, pour lui, il a vraiment l'impression de vivre dans ce passé. Ok, du coup, on comprend mieux. Donc, quand il dit qu'il va travailler, c'est que, ok, il est dans le passé, il a l'impression d'être travaillé. Donc, ça permet en fait de faire des liens en permanence, des ponts en permanence entre les difficultés et la maladie. Alors, ces familles. Et du coup, je dis que je rencontre les familles, il fallait l'adhésion des familles. Après, ce que je rencontre, c'est différents types de familles. Et ça, c'est important de le voir aux premiers entretiens. Donc, on peut avoir des familles qui sont en conflit avant la maladie, qui ont une bonne fréquentation, donc là, c'est possible, on ne se parle plus. Si on se voit dans une même pièce, et ben, du coup, on va se taper dessus. Il y a des familles qui ont plus de fréquentation, mais bon, ils se parlent toujours, on peut les réunir, on peut discuter avec eux. Et il y a des familles qui sont en conflit après l'arrivée des premiers troubles cognitifs. Ça, c'est important de voir. C'est-à-dire que les familles qui sont en conflit, si je réunis une famille qui sont en conflit, que je n'ai pas vérifié qu'ils étaient en conflit, ça va être compliqué. S'ils sont en conflit, je peux me dire aussi, bah, tiens, bah, comme ils sont en conflit, donc du coup, je ne vais pas travailler avec eux. Je ne sais pas comment ça peut se passer. En tout cas, l'idée, c'est de dire, OK, ils sont en conflit. Et puis, même s'ils sont en conflit, d'aller voir chacun des membres de la famille et voir voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de la maladie de leur maman ou de leur papa. Et est-ce qu'eux, ils souhaitent s'investir? Donc, faire le tour des enfants. Parfois, quand on a des familles qui ont 10-12 enfants, les parents qui ont 10-12 enfants, donc il faut aller voir les 10-12 enfants pour discuter avec chacun. Parfois, on arrive à réunir deux. Parfois, ce n'est pas possible parce qu'ils ne s'entendent plus. Donc, malgré qu'ils ne s'entendent plus, il y a souvent une volonté quand même de s'occuper du proche. Donc là, c'est-à-dire quel outil il est possible de mettre en place pour que chacun puisse intervenir à la maison sans pour autant se voir, sans pour autant se taper dessus. Donc, ça veut dire, donc, il y a des outils tels que, par exemple, de mettre un cahier de liaison en place. De dire quoi, chacun s'occupe de quelque chose et en note dans le cahier. Donc, sachant qu'il y a un tiers, donc moi je fais le tiers. Donc si jamais il y a un souci, donc plutôt d'aller appeler et puis s'engueuler avec le frère ou la sœur, donc ils peuvent appeler, ben, du coup, voilà, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et donc je fais le lien entre les différents membres de la famille. Donc voilà, donc, malgré si la famille ne s'entend pas, ça n'empêche pas qu'ils peuvent être quand même aidants pour le proche. Et puis il y a les familles qui ne s'entendent plus, mais là, on peut se réunir. Donc, du coup, pour ces familles-là, c'est un peu plus facile. Donc, ils ne s'entendent plus, donc on peut réunir tout le
Bon, et là, on peut mettre en chose des plats, donc, comme la famille précédente, qui s'occupent de quoi? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'occuper des repas, il y en a qui veulent faire des courses, il y en a qui veulent s'occuper du côté administratif. Donc là, on peut organiser parce que tout le monde peut se réunir. Et puis, on a les familles qui sont en conflit, mais juste après les premiers troubles cognitifs. Ces familles-là, si on intervient, enfin, s'il intervient suffisamment à l'avance, ça évite qu'elles se retrouvent dans le cas des familles où ils sont en conflit, ils s'entendent plus. Pourquoi je dis ça? Dans les familles, en général, qui sont en conflit après les troubles cognitifs, c'est-à-dire quand je pose la question aux familles, pourquoi vous vous entendez plus et comment ça se passait avant? En général, avant la maladie, c'est pas trop lié avec la maladie, mais avant, on s'entendait très bien. Tout le monde s'entendait bien, on faisait des repas de famille, tout ça, et puis tout d'un coup, il y a eu un problème et on s'entend plus. Donc, si je gratte un peu en cherchant quel est ce problème, pourquoi vous ne vous entendez plus, malheureusement, on ne trouve pas trop quel est le problème. On ne s'entend plus parce qu'il y a une histoire, on ne sait pas trop, donc du coup, on ne sait pas. Donc, avec ces familles-là, s'ils sont d'accord, donc c'est-à-dire que c'est de les réunir, de nous rencontrer, c'est de parler un petit peu de ce conflit, d'où il sort, et de faire le lien avec la maladie. Parce que souvent, dans les maladies, du coup, les patients, ils retournent dans le passé, ils vont réveiller des blessures du passé. Donc, il y a des histoires de famille qui étaient difficiles, il y a eu des conflits qui n'ont pas été réglés, mais voilà, le temps fait qu'on n'en parle plus et qui a été enterré sans pour autant être réglé. Et comme les patients, eux, ils retournent dans le passé, donc ils vont aller déterrer ces difficultés-là. Ils vont en parler aux enfants, consciemment ou inconsciemment, ils vont remettre le conflit sur le tapis. Et du coup, ça va commencer à créer des conflits. On ne sait pas d'où sort le conflit, mais voilà. On voit un conflit qui émerge. Après, on peut voir aussi le parent qui parle avec un membre de la famille en disant « Tiens, j'ai plus ma carte, donc comme j'ai plus ma carte, c'est ma fille qui gère ma carte, donc c'est ta soeur, donc du coup, elle m'a volé ma carte. » S'il n'y a pas de communication, donc du coup, le frère ou la soeur dit « Tiens, tu as volé la carte de maman, je ne te parle plus, il te fait la tête. » Et puis l'autre qui dit « Tiens, mon frère, il ne me parle plus, donc du coup, il y a peut-être une raison. Je lui parle plus, je fais la tête. » Et puis voilà, tout doucement, les relations se dégradent. C'est juste parce qu'on n'a pas vérifié la source. Pourquoi il y a eu ce problème-là? Et donc, si j'arrive à temps, donc ça veut dire ces familles-là, en général, ils peuvent mettre le conflit de côté, ils peuvent même dire « Ok, on a compris pourquoi on était en conflit, donc du coup, c'est bon, le problème est réglé, on se concentre sur le malade. » Et si dans certaines familles, le conflit a eu le temps de dégénérer, parfois c'est plus rattrapable. Parce qu'il y a eu entre-temps des paroles qui ont été dites, des actes qui ont été posés, et là, c'est plus du tout rattrapable, on ne peut plus entendre parler de l'autre, c'est plus possible, et là, on retourne dans le cas de figure A ou B. Alors, le travail à la maison aussi avec les familles, c'est de les permettre un peu de se poser. C'est-à-dire, souvent, quand on parle d'institutionnalisation, c'est non, on ne veut pas d'institutionnalisation. On veut garder notre proche chez nous. J'ai promis à maman ou à papa que je m'occuperai de lui toute sa vie. Donc, il est hors de question qu'il aille en institution, qu'il aille en clinique pour faire des temps de répit. Il y a ce conflit de loyauté qui est là, donc c'est ma maman, si c'est mon papa, s'il part en EHPAD, s'il part en famille d'accueil, s'il part à la clinique, je vais l'abandonner, je serai un mauvais enfant, donc du coup, on le garde à la maison. Et parfois, expliquer que ça peut être nécessaire que la personne fasse une cure ou qu'elle aille en institution. Parfois, on peut se passer beaucoup de temps à expliquer, mais la famille n'entend rien. De par l'épuisement, de par son conflit interne que non, je ne peux pas abandonner, donc du coup, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas moyen qu'il puisse passer le relais. Et donc là, pareil,
l'intervention au domicile. Juste pour rappeler aussi, quand je parle d'intervention au domicile, je n'ai pas un nombre de visites programmées. Donc, ce n'est pas 2 visites, donc c'est-à-dire autant de fois qu'il faut, tu peux venir à la maison faire les visites. Donc là, parfois, ce n'est pas possible de parler avec ces familles-là. Donc, si la personne elle accepte, donc du coup, elle est vraiment souffrante, donc il y a un passage de relais qui peut être fait. Donc, s'il y a besoin d'une psychothérapie, donc là, il faut passer le relais à ma collègue et donc du coup, ça sera travaillé avec elle. Parfois, du coup, il y a refus aussi de voir quelqu'un d'autre et on reste campé sur ses positions. Et parfois, imager un peu tout ça, ça fonctionne. Ça veut dire qu'à un moment, voilà, les explications ne fonctionnent pas. On est plus rationnel, donc passer un peu par des images, des métaphores. Moi, j'ai bien le sac de cailloux et l'image et la blessure. Souvent, au départ, je pensais que du coup, parler des cailloux et des blessures, ça ne fonctionne pas trop. Et finalement, je vois que j'ai quand même pas mal de bons résultats avec de petites métaphores. Donc, le sac de cailloux, qu'est-ce que c'est? Donc, du coup, ici, on connaît le Bertel, donc c'est un petit sac qu'on met sur le dos qui est tressé parfois. Et qu'à l'époque, on remplissait ça quand on allait faire des courses, quand on allait travailler, donc il y avait toujours quelque chose qui était dedans, le repas, une bouteille d'eau. Moi, j'aime bien cette image de dire, voilà, du coup, on peut imaginer votre situation, un petit sac, un petit Bertel sur votre dos, donc on peut imaginer qu'on prend un caillou et qu'on met un caillou tous les jours dans votre sac. Donc au départ, ça va être léger. Est-ce que vous avez besoin de vider vos cailloux? Non, c'est super, c'est léger, on avance, tout va bien. Du coup, au bout de 10 jours, vous n'avez pas vidé votre sac, donc ça commence à être un petit peu lourd. Oui, effectivement, c'est un petit peu lourd, mais bon, on y arrive. Et puis, tout doucement, on se fait écraser par le sac de cailloux parce qu'on ne l'a pas vidé. Et donc, peut-être que si on peut vider ce sac, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, peut-être que ça vous ferait du bien. Puis je refais le lien avec leur citation. Peut-être que, voilà, si de temps en temps, votre proche, il peut être ailleurs à un moment, ça vous fait du bien. Et je les laisse avec ça. Et puis, on en rediscute la fois prochaine. Et puis finalement, ça fait son petit bout de chemin. Oui, monsieur Lorette, peut-être que vous avez raison. Peut-être qu'on peut essayer. Et c'est vraiment en étant présent régulièrement à la maison qu'on arrive tout doucement à ce qu'il y ait une lâcher prise. On dit, ok, du coup, d'accord. On peut essayer que la personne puisse aller en accueil de jour, en hôpital de jour, que quelqu'un d'autre puisse venir à la maison pour s'en occuper un petit peu. Peut-être que dans certaines familles, il n'y a pas d'infirmier, parce que pareil, on refuse qu'il y ait des personnes de l'extérieur qui viennent. Peut-être qu'on peut accepter qu'il y a l'infirmier qui vient donner les médicaments. On peut accepter qu'il y a l'infirmier qui vient faire la toilette. Donc, tout doucement. Et l'image de la blessure, c'est la même chose. J'emploie les deux quand les familles sont vraiment coriaces. Donc, l'image de la blessure, c'est voilà, imaginez que vous avez une petite blessure. Qu'est-ce que vous faites? Une blessure de piqûre, qu'est-ce que vous faites? Imaginez maintenant vous avez une petite blessure là, un petit peu plus importante, mais sans gravité. Pareil, on essuie, on fait rien, comme ça, donc j'aggrave un peu et puis à un moment donné, si vous vous cassez le bras, qu'est-ce que vous faites? Là, on part à l'hôpital. J'insiste, vous partez à l'hôpital, vous ne restez pas à la maison. Vous réparez pas le bras, vous dites non, on part à l'hôpital. Donc là, de faire le lien avec la maladie. Donc c'est quand même une maladie, même si on ne le voit pas sur la personne physiquement, ça reste une maladie, donc la personne est malade. Donc c'est de dire à un moment, du coup, vous n'êtes plus compétent pour vous occuper de cette maladie-là. Donc de passer le relais à quelqu'un d'autre. Il continuera de s'occuper de la personne. Donc ça, pareil. Vous les laissez avec, et puis finalement, ça fait son petit bout de chemin.
Donc c'est vraiment pour prendre les familles, chaque famille qui est unique et de voir voilà, qu'est-ce qui se passe dans les familles-là et essayer de faire un projet individualisé, entre guillemets, chaque famille, voilà, adapter la prise en charge à chaque famille qui sont en conflit, pas en conflit, euh, qui disent voilà, bah, du coup, nous, on ne veut pas abandonner nos parents, pas nos parents, et puis les accompagner. Et parfois aussi, s'appuyer sur leurs croyances. Il y a certaines familles me disent, bah, du coup, nous, on peut pas abandonner nos parents, on ne peut pas, comme on dit ici, les déposer à l'EHPAD. Ça, c'est un terme que moi, je n'aime pas trop, donc on ne dépose pas à l'EHPAD, on confie à l'EHPAD. Mais c'est une histoire de. On dépose les gens. Et donc, voilà, donc travailler ce projet-là avec eux. Donc, travailler avec leurs croyances. Certaines familles disent c'est pas possible pour nous. Et puis nous, on est croyants et nos croyances disent qu'il ne faut pas abandonner. Donc, par exemple, je prends un cas, donc il y en a qui sont chrétiens et qui disent voilà, dans la Bible, c'est écrit qu'il faut s'occuper de ses parents. Donc, très bien. Donc, je vais m'appuyer là-dessus et encourager la famille à faire ce qu'ils croient dans cette vie. Il faut s'occuper des parents. Ok, très bien, on va aller là-dessus et pousser un peu à l'extrême. Et puis leur poser la question, bah, finalement, c'est quoi s'occuper de ses parents? Là, on va détailler un peu, bah, s'occuper de ses parents, bah, c'est prendre soin de ses parents, oui, mais pousser un peu à l'extrême, oui, mais ça veut dire quoi s'occuper de ses parents? C'est prendre soin, oui, mais ça veut dire quoi prendre soin? Bah, c'est pas bah, essayer de réfléchir un petit peu, d'accord, ok, prendre un peu de temps, réfléchir, donc donner à manger, qu'il soit propre, qui ont amour, qu'ils ont un toit, etc., etc. Et puis, j'insiste quand même pour voir est-ce qu'ils ont fait le tour. Oui, ok, très bien. Et puis, dans ce qu'ils disent, à aucun moment, il y a que le parent doit rester à la maison. Finalement, s'occuper de ses parents, ce n'est pas que la personne reste à la maison. De mettre en avant, rester à la maison, finalement, c'est peut-être pour eux, pas pour le parent. Et s'occuper de ses parents, effectivement, c'est de dire, OK, je vais prendre soin d'eux. Donc, à un moment donné, si c'est plus possible d'être à la maison, je m'occupe d'eux, je fais en sorte qu'on peut trouver un autre lieu où ils seront bien. Parce que parfois, ça peut avoir l'effet inverse. Et donc, de leur dire, finalement, de vouloir à tout prix que le parent reste à la maison, finalement, on peut devenir négligent. Je ne dis pas maltraitant, mais négligent. Et qu'à la maison, du coup, on est épuisé, donc on est humain, on est épuisé, on est fatigué, on s'énerve plus facilement, on est moins attentif. Est-ce que là, on continue à s'occuper de ses parents? Donc, voilà, permettre qu'il y ait un autre regard sur s'occuper de ses parents et peut-être que voilà, ça peut décaler un peu les choses, peut avoir un peu de lâcher prise. Donc, pour illustrer un petit peu tout ça, je vais vous lire une petite vignette clinique que j'ai. La famille Fontaine. Le nom Fontaine. Monsieur Fontaine est un homme âgé de 87 ans. Il est marié et a 5 enfants, dont 2 garçons et 3 filles. Il vit avec sa femme de 85 ans dans leur maison. Monsieur est atteint de la maladie d'Alzheimer, diagnostiquée depuis 6 ans. Ancien agriculteur, aujourd'hui à la retraite, il a gardé une activité occupationnelle de jardinage à quelques kilomètres de chez lui et prend sa voiture pour y aller. Les enfants sont présents et aidants pour leurs parents. Ils sont en difficulté face au comportement de leur père, notamment ses mises en danger lorsqu'il prend la voiture, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Il tente de lui en faire prendre conscience, mais sans trop de résultats. Sa femme aussi est épuisée par les sollicitations incessantes de monsieur. Il se réveille la nuit, il veut partir dans son champ, ferme les portes l'après-midi alors qu'elle veut les garder ouvertes, perd les clés, demande plusieurs fois la même chose. Malgré leurs multiples tentatives pour convaincre M. Fontaine de faire différemment, rien ne marche. Monsieur est souvent en conflit avec sa femme et ses enfants. Ou peut-être que sa femme et ses enfants qui sont en conflit avec lui. C'est dans ce cadre que M. Fontaine nous a été adressé par le gériatre de l'hôpital qui le suit. La demande est adressée à l'éducateur pour éducation thérapeutique. Première rencontre avec la famille. L'entretien se déroule au domicile en présence du couple et l'un de ses fils. La première difficulté est une difficulté que rencontre une grande majorité des familles, à savoir une méconnaissance de la maladie.
C'est aussi ce qui est souvent la source de conflits, de nombreux conflits, et c'est le cas ici. Chacun des enfants viennent soutenir leur maman sans réelle coordination. Aussi, certains jours, ils sont tous présents, tandis que d'autres, personne n'est là. Les repas de famille sont souvent conflictuels, car cela tourne autour du fait que M. Fontaine devrait s'arrêter de conduire, avec des explications de sécurité routière qui n'aboutissent nulle part. La présence de monsieur ne permet pas aux membres présents d'exprimer clairement leurs difficultés au quotidien. Pour autant, leurs difficultés exprimées sont bien les conséquences de la maladie. Il répète tout le temps la même chose, il parle beaucoup du passé, il se met en danger avec sa voiture, il ne les écoute pas. Et c'est à ce quoi tous les membres de la famille sont confrontés. L'éducateur propose une autre rencontre avec l'ensemble de la famille sans M. Fontaine. Pour, dans un premier temps, écouter chacun parler de difficultés et dans un deuxième temps, expliquer la maladie et les conséquences, tant les actes du quotidien que dans les relations. De plus, c'est une maladie qui affecte les capacités d'appréhension immédiate de l'environnement. Aussi bien qu'il ne sera pas possible de ramener le patient à la réalité, à ses réelles capacités. Il est important que chaque membre qui intervienne auprès de lui puisse être conscient de ne pas s'acharner pour lui expliquer des réalités qui ne sont pas les siennes. Il ne retiendra alors que le fait qu'on veuille l'empêcher de faire ce qu'il a toujours fait sans en comprendre les raisons. Deuxième rencontre. C'est en effet un temps où chacun puisse s'exprimer, parler de ses difficultés et des émotions qu'il ressent, notamment l'impuissance face à leur père. C'est une famille soudée et bienveillante. L'ensemble de la famille se soutient mutuellement. Les enfants sont présents, s'organisent pour se rendre disponibles, ce qui est essentiel pour un accompagnement serein. Pour autant, aux prises avec leur incompréhension, ils tentent de donner des explications rationnelles à une maladie qui évolue plutôt de l'irrationnel. Et se heurtent à des murs qui peuvent les ramener à prendre de la distance ou même de briser des liens qui existent. Chaque point de difficulté est repris, expliqué et amène une attitude différente de la part de chacun des membres. La femme repasse derrière monsieur pour ouvrir les fenêtres. Les enfants acceptent de répéter plusieurs fois la même chose. Ils n'essaient plus de raisonner, de le ramener à la réalité, etc. La famille accepte d'être guidée et applique rapidement tous les conseils proposés par l'éducateur. En accord avec chacun des entretiens mensuels sont programmés. Troisième rencontre. Lors de la troisième réunion, le fils qui était présent lors du premier entretien exprime le fait d'être submergé par la maladie de son père et ne plus pouvoir faire face malgré le soutien de ses frères et sœurs. Il a toujours refusé une rencontre avec le psychologue du service. Les relations de confiance qui se sont établies au fil des rencontres lui a permis de franchir cette étape. Ces trois rencontres ont permis à cette famille de se poser, de s'organiser, de comprendre les effets de la maladie sur le comportement de monsieur, de dédramatiser. C'est ainsi que les tensions se sont petit à petit estompées. Quelques mois plus tard, c'est un point de conflit, la voiture. Il semble indéniable que monsieur ne doit plus conduire pour sa sécurité et celle des autres. Toute la famille était persuadée qu'il n'accepterait jamais de laisser la voiture. L'éducateur explique alors qu'ils ne peuvent imposer à monsieur de laisser la voiture. Ce serait le mettre face à des incapacités dont il n'a pas conscience. Ce serait le traiter comme un enfant alors qu'il est le père. Il faut mettre en place des stratégies. Une panne de voiture, une pièce qui tarde à arriver pour pouvoir petit à petit retirer la voiture. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, monsieur continue de partir dans son champ, mais est accompagné par sa fille. En parallèle, Madame Fontaine a accepté l'intervention d'un IDE pour accompagner monsieur à la toilette, tâche qu'elle faisait elle-même. La maladie de monsieur Fontaine continue d'évoluer. Il a de plus en plus d'oubli et sollicite encore plus ses proches. L'éducateur propose donc un hôpital de jour pour monsieur Fontaine afin de soulager ses aidants. Mais la famille pense qu'il ne va jamais accepter cette idée, car trop attaché à sa maison et son jardinage. Monsieur était différent. Il acceptait de faire des activités qu'il ne faisait pas, manger des aliments qu'il n'aimait pas, ne se comportait plus comme ses proches l'avaient connu. Il n'était plus le même et pourtant la famille ne le voyait pas. Le travail de réassurance a permis d'emmener la famille à comprendre la maladie, ce qui a amené un changement de regard sur le patient et par le même un changement d'attitude envers lui. Cette famille a su s'adapter à l'évolution de la famille, de la maladie de leur père
et a su trouver des stratégies d'accompagnement, d'organisation et a su faire confiance à des professionnels étrangers à la famille. Aussi, lorsque l'éducateur propose à la famille de se voir dans 3 mois du fait de ses congés, celle-ci a su seule faire appel à la clinique pour des hôpitaux de jour ainsi que des demandes d'EHPAD. Aujourd'hui, monsieur est en EHPAD et la famille Fontaine s'habitue tout doucement à cette idée. Alors, en conclusion, donc on peut dire que finalement, notre accompagnement des patients, on remet le patient et la famille au cœur de la prise en charge. Vraiment, on peut intervenir aussi bien au domicile, en hospitalisation, et on a un délai de réactivité qui est assez, on réagit assez vite, et on peut faire appel à différents professionnels dans des délais raisonnables. C'est-à-dire, moi, je peux partir au domicile. S'il y a un souci, donc je peux faire appel à Stéphanie s'il y a un problème médical. S'il y a un patient qui n'est pas bien, qui a besoin d'une prise en charge psychologique, donc je peux faire appel à Sophie avec des délais raisonnables. Donc, du coup, on est assez complet et on peut prendre en charge vraiment tout le monde. Donc, on peut mobiliser la famille donc, autour de la diade patient aidant en souffrance. Donc, l'accompagnement, donc, ça te permet de faire émerger, respecter les solutions propres à chaque famille, donc à chaque système. Donc, on n'est pas là pour emmener un package, une solution. C'est vraiment en fonction des familles. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Quelles sont leurs compétences? Quelles sont leurs ressources? Et de dire, OK, bah, du coup, vous faites comme ça, très bien, on vous accompagne comme ça. Vous faites comme ça, on vous accompagne comme ça. Tout en étant quand même un garde-fou et qu'il n'y ait pas trop de dérive de la maltraitance. Donc, on travaille dans la complémentarité. Donc, ce que vous avez dit, donc on est assez réactive. La créativité, la souplesse, du respect. Ça, c'est pour nous lancer un peu de fleurs. Et la bonne humeur. Et la bonne humeur. On peut dire ça. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Je vois qu'il y a déjà quelques questions dans le module Q&R. Vincent, je ne sais pas bien comment tu veux qu'on procède. Eh ben, écoute, déjà, merci beaucoup, hein. C'était top et effectivement dans la bonne humeur. Euh, on peut procéder, si vous voulez, je vous les pose les questions. Moi, j'aime bien faire ça, tu sais, Stéphanie. Donc, donc faisons ça. Et je pense que d'ailleurs, pour les avoir lus, on peut les faire dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on va Ouais. revenir sur ce que Ferdinand disait tout à l'heure. C'est vrai que tu parlais du fait d'être seul au moment de la VAD et des avantages que ça pouvait avoir. La question qu'on te pose, c'est voilà, est-ce qu'il y a aussi des désavantages à être seul en VAD? Alors, je vais juste faire une intro parce que c'est vrai qu'en psychiatrie, en tout cas, moi, dans mon expérience, moi, je ne faisais pas de visite à domicile seule, par exemple. On travaillait toujours en binôme infirmier-médecin, par exemple. Avec ce qu'on aimait bien, c'est que du coup, on peut trianguler un entretien, on peut avoir une vision globale, c'est-à-dire qu'une personne est avec le patient pendant que l'autre observe tout le non-verbal du patient. L'autre avantage, c'est quand il y a plusieurs membres d'une même famille, et c'est ce qu'on fait avec Estelle sur des visites binôme médecin-infirmier, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va aller plutôt vers souvent le proche qui a des choses à dire, et pendant que l'autre personne est avec le patient désigné en tout cas. Donc c'est vrai que du point de vue du psychiatre, en tout cas, il y a plein d'avantages à faire des visites à domicile en binôme plutôt que seul. Et puis, il y a quand même le côté sécurité qui plane un peu en arrière-fond sur les visites à domicile. Donc, c'est vrai que c'est assez... Enfin, je ne sais pas si Fabienne, elle est encore en ligne, mais par exemple, au CMP, souvent les visites à domicile, elles se font en binôme, sauf sur des patients que l'équipe connaît extrêmement bien, où c'est le référent qui va aller en visite à domicile. Mais c'est vrai que la visite à domicile de Ferdinand, vraiment axée autour du patient avec une maladie neurodégénérative, souvent des troubles du comportement, et sa famille, elle a d'autres objectifs, en fait. Et Ferdinand, en fait, qu'il arrive seul,
permet vraiment à la famille de verbaliser d'emblée les difficultés. Et je réinsiste sur cette position basse. En fait, il ne vient pas comme l'hôpital qui vient à la maison, ce qui peut prêter à confusion quand c'est le médecin et un autre membre de l'équipe qui vont à domicile. Souvent, là, c'est l'hôpital qui vient à la maison et les familles ne disent pas du tout les mêmes choses, en fait. Et le fait que Ferdinand aille seul, avec cette position basse, permet, je pense, de gagner du temps avec rapidement les problématiques qui émergent et assez simplement, en fait. Ouais. En plus, voilà, la visite, elle est déjà préparée par les médecins, donc du coup, ils expliquent qu'est-ce que je viens faire, même si parfois les familles ne comprennent pas. Mais en tout cas, ils sont d'accord pour que je vienne. Donc, du coup, le risque sécuritaire, pour moi, il est quasiment, il n'est pas nul, mais en 14 ans, j'ai jamais eu aucun problème avec des familles. Parce que, ouais, une famille qui me dit de ne plus venir, mais il n'y a jamais eu de problème. Donc, en termes de désavantages, dans ce cas de figure-là, j'en vois pas trop. Ouais. Et puis c'est vrai que pour compléter ce que vous disiez, il y a l'idée que dans l'évaluation, c'est intéressant d'être deux parce qu'on va d'abord pas avoir les mêmes choses, pouvoir comparer aussi ce qu'on a reçu. Et puis dans les échanges, c'est-à-dire que souvent, et notamment dans le cas de troubles neurodégénératifs, c'est aussi intéressant parfois que si on est deux, qu'il y en ait un qui parle plutôt avec l'aîné en difficulté et puis un autre qui recueille un peu l'expérience de la famille. Et du coup, ça fait vraiment une évaluation qui se complète. Mais là, effectivement, le temps de Ferdinand, c'est pas un temps d'évaluation, c'est ça que je comprends, et Exactement. c'est démarrer un accompagnement. Et du coup, ouais, je pense être seul et un peu dans cette position effectivement moins doctorale ou experte, même si on entend que Ferdinand apporte une expertise, hein, ça s'entend quand il en parle, mais que c'est pas présenté comme ça d'entrée, c'est super intéressant. Ouais, effectivement, ouais. Alors, on passe à la question suivante. Marie-Lise qui demande quels troubles neurodégénératifs sont les plus répandus? Je vais faire une réponse de psychiatre, hein. Ce sont les mêmes qu'en métropole. La maladie d'Alzheimer est le trouble neurodégénératif le plus fréquent. Et alors, c'est compliqué parce que je ne peux pas vraiment comparer mon expérience de la Réunion avec mon expérience de métropole parce que je pense que je vois plus de patients de par le fonctionnement de l'équipe, hein, qui ont des troubles neurodégénératifs que j'en voyais en métropole. Mais en fait, c'est les mêmes chiffres qu'en métropole, hein. Avec cette petite différence qui fait que, vous avez vu, hein, les patients qui aujourd'hui sont âgés de 65 ans et plus, sont des patients qui ont été peu scolarisés, qui ont quand même vécu dans des conditions précaires. Et donc, du coup, l'évaluation, en gros, la réserve cognitive est quand même beaucoup moins importante. Il reste aussi assez facilement, plus avec une grande tolérance des troubles par les familles. Donc, je pense qu'on les voit, en tout cas, encore une fois, je pense qu'il y a peut-être aussi un biais de sélection. Nous, ceux qu'on voit, on les voit souvent dans des stades plus tardifs que, je pense, qu'en métropole. Les gériatres, quand on parle avec eux, ils disent que de plus en plus, les patients sont adressés en consultation mémoire. Et finalement, les chiffres, ils sont les mêmes qu'en métropole. Ouais. Voilà. Ce n'est pas forcément, moi, mon ressenti clinique, mais je pense qu'on a un biais, dans le sens où nous, on nous adresse quand même les patients les plus compliqués ou les plus comportementaux. Donc, voilà. Super. Et Marie-Lise encore, qui interroge, est-ce il y a pas de binôme éduc-psychologue dans les VAD? Vous avez jamais Non, fait parce ça? que on n'a jamais fait ça. Le choix, en tout cas, l'équipe s'est construite comme ça, je mets plein de guillemets dans l'éducation thérapeutique, c'est vraiment, en fait, Ferdinand, il ne fait pas de l'éducation thérapeutique avec comme on peut voir dans les CMP, où il y a un déroulé, un nombre de séances. Il va vraiment partir, il fait de l'éducation thérapeutique personnalisée, on va dire, en partant vraiment de ce qu'a à dire la famille. Et encore une fois, le fait qu'il soit seul, en position assez simple, euh, euh, en se présentant comme un éduc qui fait, je pense que ça fait moins peur aussi que je suis la psychologue, je suis le psychiatre, fait que c'est très précieux ce qu'il fait. Il n'a jamais été question de faire des binômes éduc-psychologue. L'autre chose, c'est que, je ne sais pas dans ton nom, Sophie, mais il y a le côté où on trouve que c'est important que l'aidant, en tout cas en souffrance, puisse avoir son propre espace de verbalisation qui se fait en dehors du domicile et qui se fait dans un cadre, là pour le coup, très important pour le déroulé d'une psychothérapie derrière s'il y a besoin, ou en tout cas que l'espace de l'aidant soit vraiment matérialisé en venant dans le bureau de la psychologue. Et ça, on y tient beaucoup aussi.
Donc c'est vrai qu'on ne s'est jamais posé la question de faire d'une part mettre la psychologue à domicile ou même faire des binômes avec Ferdinand en fait. Ferdinand, il accueille volontiers les internes ou les stagiaires ponctuellement, mais on n'a jamais pensé à restructurer le travail de Ferdinand sur un binôme parce qu'on trouve que ça marche très bien seul. Voilà pour la deuxième. Et alors la troisième question, quelle Ouais. fréquence d'intervention et sur quelle durée? Là aussi, je réponds, et là, on est presque militant là-dessus. On ne veut pas avoir de cadre préétabli, on va vraiment faire en fonction de ce qu'amène la famille. Euh, alors évidemment, et en sachant qu'il y a alors, évidemment, la majorité de nos patients, vous avez vu, hein, on a une file active avec quand même trois quarts de nouveaux patients par an, donc ça veut dire qu'on a une porte d'aval. On va les prendre en charge sur une durée, généralement c'est quelques mois, mais on ne veut pas se mettre de cadre avec un nombre de séances prédéfinies parce qu'on aime bien se faire un peu surprendre par ce dont la famille a besoin et puis laisser émerger les propres solutions de la famille. On trouve qu'en ne mettant pas de cadre, on a cette liberté-là. Je ne dis pas qu'il y a des exceptions, il y a des familles qu'on suit, même à deux, Ferdinand, un peu moins, au long cours, mais c'est extrêmement rare. Mais on aime bien avoir cette possibilité-là aussi, d'un autre côté. Même si comme toutes les équipes de gérontopsychiatrie, on ne fait pas de suivi au long cours en visite à domicile. Donc, Marie-Lise, pas de fréquence et pas de durée d'intervention. C'est un choix. Zut, quelqu'un n'entendait pas bien. J'espère que le son s'est amélioré par la suite. Je te laisse poser les questions suivantes, Vincent. Allez, C'est de l'interaction. c'est ça. Donc, on demande si vous travaillez avec des ergothérapeutes et de quelle manière vous collaborez avec le DAC. Alors, pour répondre aux ergothérapeutes, on travaille avec des ergothérapeutes dans le cadre des ESA, des équipes, le terme me manque, mais des équipes Alzheimer qui ont été créées dans le cadre du plan Alzheimer, qui vont à Ouais, domicile, elles, pour le coup, sur un nombre de séances bien défini. Dans notre territoire, on a deux équipes avec qui on travaille très bien. On va dire que c'est les interactions avec les ergos qu'on a. Au sein du pôle, les ergothérapeutes, elles sont plutôt positionnées dans les pavillons, donc dans les sites d'hospitalisation de psychiatrie, donc on ne travaille pas de manière privilégiée avec les ergothérapeutes du pôle. Et de quelle façon travaille-t-on avec la DAC en fait? Pour compléter, en fait, si on travaille aussi avec l'ergo de l'unité mobile de gériatrie. Ben oui, je l'ai complètement oublié, bien sûr, évidemment. Oui, oui, on travaille, et qui a en plus une casquette où il a une formation en musicothérapie, donc on travaille, il est à domicile, il a une grande expertise à la fois sur vraiment l'aménagement du domicile et puis il fait quelques séances de musicothérapie pour certains patients. Et les gens donc l'équipe de mobile de gériatrie, on les rencontre tous les mois en réunion, donc on a des liens assez étroits. Et de la même manière, avec la DAC, on a des réunions, on va dire, trimestrielles avec les gestionnaires de cas. Euh, et c'est comme ça qu'on collabore avec eux. À la fois, ils nous adressent, et à la fois, des fois, on peut venir en renfort ou en expertise sur certaines prises en charge. ouais. J'ai donc une question suivante qui est l'accompagnement à domicile impacte dans un sens la solidarité familiale ou culturelle? Impact. Ouais, Est-ce que le fait d'aller à domicile impacte la solidarité alors, familiale? C'est-à-dire que ça renforce, par exemple? bah sans doute, ouais, Ouais, effectivement. ça, oui, oui, tout à fait. Donc, du coup, ça permet à des familles qui ne se voient plus, qui ne se parlent plus, peut-être de recréer des liens, des familles qui, du fait de la maladie, qui pourraient ne plus s'entendre, donc éviter qu'elles ne s'entendent plus et Ouais. de mettre au centre pourquoi. Donc, si c'est dans ce sens-là la question culturelle. Culturel.
je sais pas, peut-être qu'il faudrait que Madame Isoufi précise un peu plus. Ce qu'on peut dire sur le côté culturel, en tout cas, moi, je me positionne comme quelqu'un venu de métropole, ne parlant pas créole. Je pense vraiment le fait que toi, tu es les codes. C'est-à-dire qu'un éduc qui serait venu de métropole avec la même formation que toi, mais qui ne parle pas créole et qui n'a pas grandi à La Réunion, je pense que l'accueil serait vraiment bien différent, en fait. Peut-être dans son sens culturel. Oui. Ouais. Et ça n'aurait pas du tout le même impact, je pense. Alors, peut-être que vous pouvez préciser votre question et entre-temps, on va passer à la suivante. Donc, on vous demande comment vous avancez lorsque la personne est soit isolée, soit en rupture de liens familiaux. Parce que l'exemple est idéal quand il y a une famille autour très étayante, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, est-ce que Ferdinand intervient aussi pour des personnes plus isolées? Alors, en fait, s'il n'y a pas de famille, moi je travaille beaucoup avec la famille, donc du coup je travaille avec l'ensemble la famille patient. Donc s'il n'y a pas de famille, l'intervention à domicile, venir voir le patient qui m'oublie, donc je ne vais pas intervenir s'il n'y a pas de famille. Non. Par contre, quand le patient est très isolé ou en rupture de liens familiaux, on enverra plutôt le binôme psychiatre-infirmier pour petit temps, on va dire, travailler et asseoir un lien de confiance pour après pouvoir contacter une famille si on a, ou faire un relais dans une structure, dans une institution s'il n'y a pas de famille et que le patient est en grande difficulté à domicile et n'accepte aucune aide. Et ça, ce qui est un travail archi classique d'équipe mobile de gérontopsychiatrie. Et c'est arrivé ponctuellement, Ferdinand, pour une dame isolée, en rupture avec sa famille, mais tu as eu là plutôt ton autre casquette d'éduc pour la. C'était une dame qui était relativement bien insérée quand même dans le paysage, comment dire, qui vivait dans un studio, qui avait des activités sur l'extérieur, qui a été hospitalisée suite à une crise comportementale assez longtemps, et quand elle est rentrée à domicile, qui avait un logement dégradé, donc il y a eu tout un travail pour la remettre dans un logement digne, on va dire, et après tu as intervenu ponctuellement pour la remettre un peu en route dans on va dire, le tissu associatif et les activités qu'elle aurait pu avoir. Mais ouais, tu as fait un ou deux accompagnements. Il n'y avait pas de trouble C'était cognitif. voilà, il n'y avait pas de trouble cognitif. Mais quand il n'y a pas de famille, Ferdinand intervient globalement pas, car son travail est auprès des familles. Ouais. Merci. Alors, une question de Georges Jovelet. Bonjour Georges. Qui dit, vous avez effectivement évoqué la densité des accueils familiaux et le recours à ça. Dans quelles circonstances vous y avez recours et est-ce que c'est une alternative à l'EHPAD? Tout à fait. Dans certains cas, certaines personnes avec des troubles cognitifs peuvent aller en famille d'accueil. Oui, il y a des gens, des familles qui disent alors avant d'essayer l'EHPAD, on veut bien essayer les familles d'accueil. Donc oui, ça peut être un tremplin pour l'EHPAD et Ouais, certaines en famille d'accueil. Ouais. Et c'est vrai que je souligne le travail immense des familles d'accueil qui accueillent des patients, en tout cas moi de ma vision de métropole, que j'aurais vu en EHPAD en fait, hein, et ouais, qui prennent en charge des gens assez à la fois soit avec des troubles cognitifs importants, soit avec vraiment des grosses pertes d'autonomie. Tant que le patient va dire, donc la personne dans la nuit peut quand même avoir un minimum de communication avec son environnement, c'est tout à fait une alternative à l'EHPAD qui fonctionne relativement, enfin extrêmement bien, je trouve quand même, hein. Il n'y a pas ouais. trop de troubles du comportement. Ça fonctionne. Et les patients sont très contents. J'imagine, ouais, c'est vrai que c'est un dispositif dont on connaît l'existence, mais qui est quand même assez peu répandu en métropole. Donc j'entends que pour vous, c'est quand même quelque chose dont vous avez l'habitude. Oui, 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 tout à fait. Ouais, c'est top. Super. Une nouvelle question de Marie-Lise qui en profite pour vous remercier et je suppose que c'est la dernière puisqu'il y a les remerciements après. Combien de dossiers par professionnel à temps plein pour votre équipe? Alors c'est difficile de répondre. Euh,
combien de dossiers En fait, on a une activité qui est tellement variée. Alors, sauf peut-être Ferdinand, toi, peut-être, je sais pas, quand on regarde les chiffres, on peut dire une centaine de familles par an, on peut dire ça, un peu Voilà, plus, un petit peu moins. un petit peu moins. Ouais. Mais après, entre ce que fait le psychiatre, ce que fait la psychologue, ce que fait l'infirmière, alors, notamment psychiatre et psychologue, on est à la fois en intra, à la fois on a aussi notre propre fil actif de consultation, on a aussi, en tout cas les psychiatres, une petite partie d'activité en visite à domicile, c'est très difficile de dire, j'ai pas les chiffres sous la... Non, toi, tu as fait une trentaine de patients en fil actif en même temps. Ah oui, oui. Donc Sophie qui est avec nous dans la pièce, hein, Sophie Cézanneau qui est la psychologue, me dit qu'elle a à peu près une trentaine de patients en même temps, dans le sens prise en charge avec des rendez-vous Ouais. hebdomadaires en fait. Ouais. Et nous, les psychiatres, je n'ai pas nos chiffres, donc c'est très difficile de répondre. Puis pareil, dans les consultations, il y a des patients qui ont besoin d'être vus toutes les semaines, toutes les 2 semaines, pendant un temps, puis après qui vont mieux, qu'on ne voit plus, ou chez qui on espace les rendez-vous, donc c'est compliqué de dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a à peu près 430 patients répartis sur un et demi temps plein de psychiatre, un temps plein d'infirmier, un temps plein d'éduc, un temps plein de psycho. Ouais, super. Merci. Alors, on vous demande aussi comment vous faites lorsque les personnes ne veulent pas d'intervention alors que vous-même, vous avez des alertes ou des signes d'inquiétude. Ne veulent pas d'intervention. Ah oui, bah, donc, alors, pareil, hein, ça c'est vraiment le travail qu'on fait en équipe de gérontopsie. C'est quand les gens ne veulent pas d'intervention, on va déjà il y a souvent un demandeur. Le patient ne veut pas, mais il y a souvent quelqu'un de l'entourage, que ce soit partenaires professionnels ou familiaux, eux qui veulent vraiment. Donc on va de manière tranquille, progressive et dans le respect du patient, travailler l'ouverture de porte en fait. Et moi en tout cas, ici à La Réunion, il n'y a aucun patient qui n'ouvre pas sa porte. Mm. Ça arrive peut-être une fois. Sur mon expérience de métropole, c'était extrêmement rare aussi qu'on ait un refus catégorique. Pareil, c'est de voir un par an sur à peu près 200 patients. Quand on prend le temps de travailler et quand le patient ne veut rien, on travaille la demande avec celui qui est en demande. Et quand on prend le temps de consolider, mais c'est vrai que c'est des interventions qui sont chronophages. Moi, je pense notamment à l'activité qu'on avait à Saint-Maurice avec les patients Diogène. Au début, c'est une visite derrière la porte. Après, il en trouve un tout petit peu sa porte. Après, il nous laisse rentrer. Et ça demande énormément de temps, ça c'est sûr, et de moyens. Et puis, il faut que ça soit répété pour que le patient n'oublie pas qui on est. Continue, donc, comme on fait, on va faire ce qu'on fait toujours en psychiatrie, travailler la relation et le lien qu'on peut avoir avec le patient. Et être créatif, hein, on rigolait en disant un peu de la créativité, mais quand on travaille en équipe mobile, il faut être créatif. Hein. Moi, j'ai un souvenir pareil, dans mon équipe qu'on prenait en charge des Diogènes, l'infirmière, à un moment, elle faisait des entretiens avec un proche au café du coin parce que c'était impossible, en tout cas à ce moment-là, d'aller dans l'appartement. Et puis, petit à petit, la porte s'est ouverte. On a aussi fait passer par l'animal de compagnie. Bref, il faut vraiment être créatif pour mettre tout en œuvre pour créer du lien et un lien de qualité. Et puis des fois, quand on peut pas, on peut pas. Hein. On n'est pas non plus tout puissant. Et d'où l'intérêt de travailler en équipe, de faire des réunions tous ensemble et d'acter qu'on peut pas et qu'on n'y arrive pas aussi. Ouais. Donc, Shaïda, je pense, à qui on demandait de préciser sa question, nous laisse entendre que vous y avez répondu. Donc, on vous remercie de la réponse. On la remercie de sa question. Et puis, Claire qui nous dit que c'est très intéressant de présenter le rôle de l'éducateur. On voit aussi apparaître des médiateurs en santé en ville qui peuvent avoir la formation d'éducateur. Vous avez ce rôle de médiation avec la famille. Est-ce que vous avez d'autres rôles de médiation de type pratico-pratique avec les services, l'organisation de l'accès aux soins ou l'accompagnement au rendez-vous? Est-ce que l'aspect accompagnement systémique et accompagnement organisationnel vous semble compatible? Très bonne question. Ah, c'est une excellente question. Euh,
Alors moi, j'accompagne pas énormément sur le côté administratif et tout ça. Donc c'est vraiment. En fait, l'idée, c'est que mon idée, c'est que le patient reste le plus longtemps possible dans la famille. Donc s'il faut faire une médiation dans ce cadre-là, je ferai une médiation dans ce cadre-là, mais c'est vraiment que dans ce cadre-là. Euh, Est-ce que l'aspect systémique et complètement linéaire vous semble compatible? Moi, je dirais non. Je trouve que c'est important de préserver ton rôle. Ça me semblerait bizarre d'avoir à la fois un rôle, en tout cas que la même personne ait un rôle de médiation avec la famille, tout en accompagnant au rendez-vous de dentiste ou au rendez-vous d'IRM. Par contre, quand il y a besoin d'accompagnement dans ce sens-là, souvent c'est des patients qui sont en gestion de cas, c'est des patients complexes avec le gestionnaire qui lui va accompagner au rendez-vous. Ou alors, dans le cas de Ferdinand de la médiation familiale, tu vas peut-être aussi faire émerger. Alors après, à La Réunion, on a quand même de la chance d'avoir quand même généralement la famille sous la main, ce qui est quand même peut-être un peu différent de la région parisienne. Ouais. Et travailler un accompagnement avec ou un planning, ce que tu disais, un cahier de transmission, un planning, et généralement on voit dans les enfants, enfin, en tout cas des patients, émerger celui qui gère les papiers, celui qui s'occupe d'accompagner aux rendez-vous médicaux. Mais ça, tu l'as fait émerger dans ton rôle de médiation. Mais en termes de temps aussi, ce serait pas possible, ce serait trop chronophage de dire que je peux accompagner quelqu'un d'ici ou là. Mais en tout cas, oui, comme disait Stéphanie, c'est de faire émerger dans la famille qui aurait besoin de tel type d'accompagnement. Et puis voilà, quelles possibilités ils peuvent avoir pour mettre en place tel accompagnement chez le dentiste, chez le médecin. Voilà, plus donner des explications dans ce sens. Ouais, c'est vrai que si on reprend hein, par rapport à la manière dont vous avez pensé, en tout cas ce que j'en comprends, hein, l'accompagnement que peut faire Ferdinand, la médiation en santé, c'est un peu à l'opposé du spectre, c'est vraiment pour des personnes très éloignées du soin. Et l'idée des médiateurs en santé, c'est vraiment de ramener des gens vers du soin, euh, alors que j'entends que vous n'avez pas pensé l'intervention de Ferdinand dans ce sens-là, mais plutôt effectivement voilà, c'est ça. C'est des gens qui sont pas éloignés du soin, qui ont un entourage quand même étayant. Même chose, j'imagine que c'est rare qu'il y ait et Ferdinand et un gestionnaire de cas, puisque au fond, les gestionnaires de cas, ils sont plutôt là quand précisément il n'y a pas de proches dans la possibilité d'aider. Pas Souvent, Ferdinand systématiquement, était mais en amont, en fait. Ouais. Souvent. C'est voilà. vrai au même moment, c'est rare, mais souvent, On se croise. on se croit. Ouais, exactement, Ouais, c'est voilà. ça. Ouais. Et justement, je pense vous pourriez aussi être amené à croiser des médiateurs en santé, en fait, mais dans quelque chose de particulier. C'est-à-dire que si on se représente la médiation en santé, ce serait vraiment pour un entourage totalement dysfonctionnel, voire un brin toxique, on peut le dire comme ça, si on caricature ou qu'on force le trait, hein. Enfin, ça existe, les entourages toxiques, mais je veux dire, il y a aussi parfois un entourage qui lui-même souffre de ses propres pathologies et qui, du coup, est empêché, en fait, d'accompagner son proche vers les soins. Et que là, on pourrait imaginer une complémentarité, en fait, sur le versant éducatif et sur le versant médiation en santé. Mais j'imagine que c'est plus un truc de niche, quoi. Voilà, c'est pas le cas le plus fréquent du tout. Et nous, on les a pas encore à La C'est Réunion, ça. hein, les médiateurs en santé. Ouais. Hein. Ici, on les connaît pas, les médiateurs web. Ouais, C'est pas encore. ça va venir. C'est tellement génial, je vous assure. Nous, on est en train de développer ça au CPS. On a notre secrétaire qui se forme à la médiation en santé et on a hâte qu'elle puisse commencer, en fait. Mm. On vous racontera l'an prochain. Oui, pardon. Bon, et puis Shaïda qui vous remercie hein, pour l'intervention, qui dit que le contenu était très riche. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Euh, je ne sais pas si on a encore des questions, n'hésitez pas, on a encore du temps. Euh, même si on a été tellement efficace, parce que je le dis, Stéphanie et Ferdinand se sont levés tôt et ont commencé, et ont testé la technique pour qu'on soit au point à 10 heures, et c'était le cas, et je les remercie et je les félicite. Bravo. Donc du coup, on a encore un petit peu de temps. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ah, bah Marie-Lise demande si vous bénéficiez d'une supervision. Ça aussi, c'est une très bonne question. Excellente question. Et oui, oui, on bénéficie d'une supervision. En tout cas, là, cette année, on espère qu'elle sera reconduite l'année prochaine avec le professeur Talpan de Lyon. Qui Ah, sont vraiment des. Ouais.
Super. qui a été tenu en juillet dernier au séminaire et qui sont vraiment des moments importants pour l'équipe. Hmm. Et du coup, vous faites supervision en visio avec lui? Ouais, ouais, ouais. Ah, génial. Super. Bah, écoutez, si on a répondu à toutes vos questions, si vous êtes content, nous le sommes aussi. Voilà. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Stéphanie et Ferdinand. Notre prochain rendez-vous, il est le 17 mai. Il y a Jacques Goyard. Bonjour Jacques, qui vous remercie pour Ouais. ce partage d'expérience. Donc notre prochain rendez-vous, 17 mai, avec Bernard Ennuyé. Ce sera comme d'habitude pour les interventions de Bernard Passionnant, on le sait d'avance. Ce sera cette fois mixte en présentiel et webinaire. Les travaux au CPS seront finis, on sera ravis de vous y recevoir.